Donc aujourd'hui, on va regarder le principe du diagramme de la machine d'état ou le diagramme d'état. C'est souvent abrévié à ça. En anglais, ça s'appelle le state diagram ou le state machine diagram. Donc le principe, ça va être bien sûr de parler des états dans lesquels notre système peut se retrouver. Donc ici, on va vraiment parler du comportement du système. Puis pour être capable de changer d'un état à un autre, on va aller regarder les différentes transitions qui viennent avec ça. Donc si on commence, puis on fait juste regarder un exemple simple de la chose. Ici, il y avait une dernière question à rendre de vendredi ou mercredi. Ça va être vendredi avant minuit que je vais mettre la remise. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé un petit peu plus de temps, fait que vendredi, ça va être la remise. Fait que le diagramme d'état, son principe, c'est qu'on va avoir différents états. Donc, représentés ici par des petites boîtes avec les coins arrondis. Puis, notre système va pouvoir se positionner dans un état, puis attendre durant cet état-là. Donc, l'état, c'est un espace transitoire dans lequel notre système peut se positionner puis dire « Je suis en train d'attendre ici, j'attends qu'il se passe quelque chose pour démontrer quelque chose de nouveau ou quelque chose de plus spécifique dans le système. » Donc, après, à partir de là, on va avoir des transitions qui vont pouvoir faire suite à des événements habituellement. Donc, quand il se passe quelque chose, je suis capable de dire « je change d'état » pour dire qu'en ce moment, je suis rendu à tel état. Si on regarde en bas ici, on a une prémisse très simple où j'ai le comportement d'une des salles de cours, une salle de conférence. La salle de conférence commence, donc mettons on regarde à gauche, puis on dit qu'on est dans le premier état où c'est que on demande si est libre, puis si est libre, ça donne true, donc la salle est libre. Puis si on regarde, on a une flèche qui sort de cet état-là quand on a la transition d'une occupation, donc quand on occupe la salle, à ce moment-là, on devient dans un état qui est libre, qui est à faux. Donc, à ce moment-là, la salle est considérée comme étant prise, est considérée comblée. Donc, c'est peu free. Puis, pour sortir de cet état-là, on peut avoir l'état release qui nous dit, OK, je suis sorti de la salle, je suis capable de redire que la salle est rendue libre. Donc, il y a différentes manières de représenter ça dans le code, mais habituellement, on peut soit le faire manuellement, ou sinon il va y avoir des librairies qui vont être capables de créer puis de gérer des machines à état. Si, admettons, on regarde comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire cette représentation de machine à état-là de manière manuelle, ok? Ça serait à nous de dire, ok, bon, j'ai mon lecture hall que je veux représenter dans mon système. Celui-là va avoir une valeur à l'intérieur, le free, donc il va pouvoir changer de vrai à faux. Puis je vais avoir deux méthodes qui vont me permettre de dire, je peux passer du vide à plein, puis du plein à vide. Donc ça ici, c'est comme une espèce de représentation de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la machine à état. On programme notre système pour être capable de bien représenter ces différents états-là. Donc ici, bon, le schéma est un petit peu simple, hein, donc juste de free d'un à l'autre. Fait que si on regarde un cas un petit peu plus complexe, juste pour voir comment est-ce qu'on peut bien représenter un système avec la machine à état, bien représenter comment est-ce que le système va être utilisé. On va regarder un exemple d'une horloge numérique. Okay? Donc l'horloge numérique, c'est comme les vieux cadrans, là, tu sais, là. Donc, sur le cadran, il y a deux boutons. Okay? Il y a le bouton Set, puis il y a le bouton Ink pour setter, pour mettre à jour ou comme modifier ou commettre quelque chose. Puis le Ink, c'est pour l'incrémentation. Fait que le principe ici, c'est que je vais être capable d'afficher l'heure, mais je vais être capable aussi de setter le temps qu'il y a à l'intérieur de mon horloge en utilisant seulement les deux boutons. Donc, avant de parler du diagramme d'état, on va juste parler de comment ça marche. Si vous n'avez jamais utilisé une horloge avec juste deux pitons, okay,
ou comme une horloge dans un auto, c'est le même principe. Donc, quand tu cliques sur Set, okay, ça sélectionne les heures. Puis une fois que tu as sélectionné les heures, tu peux cliquer sur Inc pour faire augmenter l'heure. Fait que tu payes sur Set, ça sélectionne l'heure. Tu payes sur Inc, ça augmente l'heure de 1. Tu repayes sur Inc, ça augmente l'heure de 1. Tu payes sur Inc, ça augmente l'heure de 1. Donc, une fois que tu as trouvé la bonne heure avec ton Inc, tu repayes sur le Set, puis là, ça va changer aux minutes. Donc là, tu peux cliquer sur Inc autant de fois que tu as besoin, puis à chaque fois que tu cliques sur Inc, là, ça va changer les minutes. Okay? Parce que tu as sélectionné les minutes avec ton set. Une fois que tu as trouvé les minutes, fait que là, tu as tes heures de setter, tu as tes minutes de setter, tu recliques sur Set, puis là, tu tombes dans le mode normal qui dit que ça affiche l'heure. Fait que là, ça va juste marcher normalement. Si à un moment donné, l'horloge se désynchronise, ben, tu peux toujours recliquer sur Set, ce qui te retombe dans le mode de sélection des heures en premier. Tu cliques sur In pour changer les heures. Une fois que tu as fini, tu recliques sur Set, ça sélectionne les minutes. Tu recliques sur Int, ça va changer les minutes. Puis tu recliques sur Set, ça revient à le temps normal. Donc, tu sais, je sais que maintenant, on a tous des téléphones qui sont automatiquement gérés avec l'heure qui est setée avec les tours cellulaires. Là. Mais quand moi, j'étais au primaire, il fallait que je me lève, ben, j'avais mon petit cadran numérique, puis j'avais juste ces deux pitons-là. OK? Fait que comment est-ce qu'on peut voir ce système-là à l'intérieur de notre diagramme d'état? Si on regarde, on va avoir un état de base. Donc, si on regarde, on a à gauche le petit point noir, ok, où c'est qu'on a le new, puis on dit que par défaut, les minutes puis les heures sont à 0. Fait que quand je le branche, je suis déjà à mon cours. À partir de là, je suis dans l'état set hours. Donc, je suis prête à setter les heures sur mon cadran. Donc, quand je suis à 7 hours, c'est que j'ai sélectionné les heures. Puis, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ben, je peux sortir de cet état-là de deux manières. Soit que je clique sur le Inc, donc en sortant par la droite de mon 7 hours, ou en pesant sur le 7 qui fait sortir l'état par le bas. Si on regarde le Inc, okay, donc si on regarde le Inc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on peut voir que ça change les heures pour dire que le hours est 2 points égales. Donc, c'est une manière plus informatique, fancy, mathématicienne de dire une assignation normale. Là. Puis, je prends mes heures courantes, je fais plus 1. Puis, pour bonne mesure, je fais un modulo 24 pour dire que ça ne dépassera pas 24. Ça retombe à 0 là. Fait que là, quand je branche mon alarme, je suis dans le mode de sélection des heures. Puis, à chaque fois que je clique sur Inc, ça change le nombre d'heures, ça l'incrémente de 1. Si je dépasse à 24, ça fait un tour, puis je reviens à minuit pour ne pas dépasser mon nombre d'heures. Une fois que j'ai sélectionné mes heures, qu'est-ce que je fais? Ben là, je peux peser sur 7. Puisque je suis dans le 7 hours, je suis dans l'état 7 hours, ça change, puis ça s'en va à 7 minutes. Donc, à ce moment-là, je suis rendu dans le 7 minutes. Puis, on est capable de dire, ben, dans les 7 minutes, c'est un peu le même principe. Si je clique sur Inc, les minutes vont s'incrémenter tour à tour. Puis, une fois que j'ai fini de setter les minutes, je clique sur le bouton Set, ce qui me rapporte dans mon Showtime. Puis là, mon horloge est comme dans son mode traditionnel de afficher l'heure. Puis si à un moment donné, j'ai besoin de resynchroniser mon horloge, ben, je peux faire de nouveau le bouton Set, puis ça va me donner ça va me répéter okay, le nouvel état où c'est qu'il faut que je sélectionne les heures, que je l'incrémente au besoin. Quand je reset, ça me donne les minutes. Puis quand je reset encore, là, je suis redevenu à mon temps initial. Donc, ça me permet d'avoir des machines à plusieurs états, des états complexes que je vais pouvoir représenter ici de manière facile et conviviale, dit-il entre guillemets. Fait que ça, c'est un peu qu'est-ce que c'est capable de faire. Donc là, on va aller regarder dans la minutie des choses, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Fait qu'on va commencer avec le principe des états. Okay? Donc l'état, c'est la petite boîte avec du texte à l'intérieur. Donc ici, on a en haut à droite, là, on a l'icône par défaut, là, avec juste le S là, pour state. State en anglais qui veut dire état. Donc un état, c'est ce qu'on appelle un nœud. Okay, donc ça ressemble à des graphes, c'est des théories mathématiques, là, mais en gros c'est des boîtes avec des flèches.
OK? Fait que la boîte, ça s'appelle un nœud, parce que des mathématiciens, OK, ça veut avoir de l'air plus intelligent que ça l'est vraiment, fait que ça donne des noms fancy à des choses qui sont bien faciles. Fait qu'on a différents nœuds de la machine d'état, OK? Donc différents états, donc différentes situations dans lesquelles notre système peut attendre une nouvelle affaire, OK? Comment est-ce qu'on va écrire ça? Ben, en haut, la première chose, ça va être le nom de l'état. Puis ensuite, on va avoir une barre suivie de différentes activités avec des verbes. Donc, les activités, ça va être en gros les actions qui vont arriver dans cet état-là. Comment est-ce que ça va marcher? Il va y avoir des préfixes aux activités. Donc, on peut avoir pas mal n'importe quel préfixe, mais ceux qui sont de mise puis les plus utilisés, c'est le entry / une activité quelconque. Donc, quand c'est marqué entry, ça veut dire que j'exécute ça quand je rentre dans l'état. Le do, c'est une fois que tu es rentré dans l'état, c'est ça qui va être exécuté durant l'état. Puis, on a le exit qui va dire quand je sors de l'état, je vais exécuter ça avant de sortir. Donc, quand on a un exemple à droite de notre salle de conférence, donc quand elle est libre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on affiche la salle comme étant libre. On est en train d'attendre là, on reçoit le Occupy, ben, quand on rentre dans l'état, quand on rentre dans le Occupied State, on sauvegarde la réservation de l'utilisateur pour savoir de quoi ça a l'air. Durant l'exécution, on va démontrer que c'est occupé. Puis une fois qu'on ressort de là, on va dire OK, on enlève la réservation de notre mémoire quand on relâche la salle. Donc, le but de l'état, c'est de représenter un état stable dans lequel le système peut être, puis les différentes activités, les différentes actions qui sont rattachées à cet état-là. Ensuite, on a le principe de transition. Donc, entre les états, on va pouvoir avoir les transitions qui vont dire ben, comment est-ce que je fais pour passer d'un état à un autre. Donc, on a besoin de 2 états quand on fait ça. Un état source, un état cible. Évidemment, là, c'est les versions simplifiées, là, comme on a vu plus haut qu'on peut faire plein de choses avec. Mais la transition elle-même, il va y avoir 3 informations à l'intérieur. Donc, il va y avoir l'événement. Donc, comment je fais pour dire je sors de mon état source pour aller vers mon état cible. Puis là, on va voir qu'on peut avoir différentes transitions à partir du même état source. Okay, pour dire, ben, si je remplis la salle, c'est ça, ou si je fais une réservation, mais que la personne ne l'occupe pas encore, c'est peut-être un autre événement. Si la salle explose, c'est un autre événement. Donc, dépendamment de l'événement, à partir de la source, tu vas pouvoir avoir différentes facettes qui sortent de là. On va voir ensuite la condition de garde, donc qui me permet de mettre une conditionnelle sur l'événement. Puis, on a ensuite une séquence d'action, une activation, une activité qui va être exécutée avec la transition. Puis, la flèche de transition a une flèche, en fait. Donc, ça part d'un bout de vide de la source vers la cible. Okay? Puis, on voit que la flèche a une directionnalité. Tu ne peux pas aller dans le sens inverse de la flèche. Si tu veux aller dans le sens inverse, il te faut une deuxième flèche avec une autre transition. Donc, les transitions sont unidirectionnelles dans la machine à état. Puis, on a 3 éléments à l'intérieur, l'événement, la condition de garde, puis les actions, les activités. Si on regarde à quoi ça ressemble syntaxiquement parlant, on a encore notre même petite règle de syntaxe qu'à d'habitude. Fait que, première chose, on peut voir que je peux sauter par-dessus tout. Okay? Donc, je peux avoir une transition qui est juste toujours disponible. Donc, si on a une transition qui n'a pas d'événement, ça va automatiquement être déclenché dès qu'on peut.
Habituellement, ce qu'il va y avoir, par exemple, ça va être un événement. Donc, le premier de la liste, ça va être un événement qui peut avoir des paramètres, parce que habituellement, les événements, ça va être des appels de méthodes de nos différents objets. Donc, après ça, on a la liste des paramètres, comme on avait vu. On peut avoir une liste d'événements. Donc, si on regarde en dessous du Event Parameter, on peut passer par en dessous puis avoir une liste possible d'événements qui va déclencher cette transition-là. Une fois qu'on a fait la partie événement, on a la condition de garde. Donc, entre crochet carré, on a le guard qui est là, qui est une expression booléenne, donc une expression, quelque chose qui va être évalué, quelque chose qui va être calculé, mais qui est booléen, ça veut dire qu'il faut que ça donne quelque chose de vrai ou faux. Donc, ça ici, ça permet de dire, ben, même si j'ai l'événement, il faut aussi que cette condition-là soit remplie pour que la transition s'exécute. Si la condition de garde n'est pas là, au déclenchement de l'événement, ben ça fait en sorte que la transition n'est pas exécutée. C'est comme si l'événement n'aurait pas arrivé. Donc l'événement est juste rejeté, il n'y a pas de transition. La condition de garde est là pour éviter des mauvaises transitions. Puis finalement, on a le slash suivi d'une activité quelconque. Donc ça va permettre de dire, ben quand je passe dans cette transition-là, je suis capable de déclencher cette activité-là. C'est utile parce que dépendamment de la transition, des fois tu vas arriver dans un état, mais dépendamment de quelle transition tu arrives, tu as besoin de faire différentes facettes, différentes actions. Fait que si on regarde un peu les types de transitions, parce que la transition peut ressembler beaucoup au mot-clé qu'on a vu juste auparavant avec le entry. Donc dire, ben, quand je rentre dans la patente, je fais quelque chose. Mais là, on vient de voir que je peux aussi, dans ma transition, mettre une activité qui va aussi faire quelque chose juste avant que je rentre dans mon état. Donc, juste pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne puis comment est-ce que ça s'exécute. Donc, quand on arrive, mettons, avec notre premier état, okay, on est dans le state 1, dans notre transition interne. Si on a une activité, un event 1 qui s'exécute, fait qu'on peut voir ici la ligne du milieu, c'est le event 1, donc quand ça arrive, on exécute l'activité 3. Puis il ne se passe rien d'autre. Donc quand c'est une transition interne, on peut juste dire voici la clé de l'événement. Okay, donc l'événement sur lequel je veux m'activer. Puis ensuite, on a l'activité 3 qui nous dit, ben c'est ça, cette activité-là, ça peut être une autre méthode, ça peut être d'autres fonctions qui s'exécutent. Fait que quand c'est une transition interne, la levée de l'événement fait juste lever l'activité. Si on a une transition externe, fait que c'est un peu le même principe, okay, où c'est que j'ai le event 1, fait que si je regarde à droite la transition externe, j'ai l'event 1 / activité 3, mais c'est avec une flèche. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est quand l'event 1 se produit, ben, il faut que je passe sur ma transition. Fait qu'il faut que je sorte de mon état. Okay? Fait que pendant que je suis sorti de mon état, ben, ça veut dire qu'il va falloir que j'active le exit de cet état-là. Fait qu'en sortant de l'état, en allant sur la transition, fait que pense à un petit bonhomme là, qui est... Moi, je suis comme l'état courant, je suis dans le state 1, c'est le petit bonhomme, il est dans le state 1, il chill là. J'ai mon event 1 qui arrive, fait comme, oh, j'ai une transition event 1, il faut que je marche sur la petite flèche de la transition. Fait qu'en voulant sortir de l'état 1, le state 1, ben, il va déclencher l'activité de exit, qui va donc exécuter l'activité 2. Fait que, on a fait l'activité 2, parfait. On est en train de marcher sur la transition. Sur la transition, ça nous dit, ben, quand tu es sur la transition, exécute l'activité 3. Fait qu'on exécute l'activité 3, on est sur la transition, parfait. Puis là, on a terminé notre transition, on retombe dans l'état 1. Fait qu'en retombant dans l'état 1, on a le entry qui est activé, qui exécute l'activity 1. Fait qu'on peut voir ici, ça semble semblable, mais le fait qu'on ressort puis on re-rentre dans l'état change grandement l'utilisation des différentes activités possibles.
Fait qu'on a ici juste quelques manières de voir les choses, voir comment est-ce que les transitions peuvent s'effectuer. Fait que si on regarde le premier, donc on a notre state 1 qui est possible au début. Si c'est activé, ben, quand on est dans le state 1, si on a l'événement E1, ben on lâche le A1, l'activité 1 qu'on était en train de faire avec le do, puis on passe à l'état 2 avec n'importe quelle de ces activités. Le deuxième, même principe, mais on a une condition de garde. Donc, quand l'événement E1 arrive, on va regarder la condition de garde G1. Si cette condition-là est vraie, on laisse faire l'activité A1 qu'on est en train de faire, puis on passe à S2. Donc ici, on peut voir que juste la condition de garde, ça permet de ne pas transiger quand c'est pas le bon moment. Troisième exemple, on a une transition qui n'a aucun événement de lié. Donc, une transition qui n'a aucun événement va être automatiquement déclenchée à la fin de l'activité courante. Donc, quand j'arrive dans mon état 1, j'exécute mon do qui est mon activité 1. Dès que cette activité-là est terminée, je passe à travers la transition et je m'en vais à S2 voir qu'est-ce qui se passe par là-bas. Ensuite, si on regarde le dernier, donc ça c'est un cas particulier très peu probable, mais c'est pour bien comprendre le principe derrière. Quand on regarde le S1, okay, on est dans le S1, on fait notre do, on fait l'activité A1, donc automatiquement à la fin de l'activité, on essaye de passer sur la transition parce qu'il n'y a pas d'événement relié. Mais à cet événement-là, à cette transition-là, pardon, on a une condition de garde G1 de rattacher. Donc, il faut quand même valider que G1 est fonctionnel, est véridique, est true. Si c'est le cas, ça va bien, on passe à S2. Mais si c'est pas le cas, ben on est comme pogné dans S1 à ce point-là. Okay? À moins qu'on ait d'autres flèches de d'autres passes, parce que le principe de la transition sans événement, c'est de s'activer une seule fois à la fin de l'activité courante. Donc, dans ce cas-là, si la condition G1 est fausse, à la fin de l'activité A1, ben on est pogné dans S1 jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Donc, on est capable de voir différentes transitions. Encore une fois, si on se donne un autre petit exemple, juste pour bien voir comment est-ce que ça va se passer, cette affaire-là. Donc, ici, je commence, puis on va voir le petit point, c'est un point d'entrée. Donc, c'est là qu'on commence. Donc, on rentre, on commence notre machine à état, puis on arrive dans S1. Donc, quand on arrive dans S1, qu'est-ce qui se passe? Ben, on active le Entry Activity qui nous dit que le X est égal à 4. Fait qu'à ce point-là, notre X est égal à 4. On chill là jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. On n'a pas de do. Okay? Le exit, c'est juste quand on sort de la transition de l'état. Donc, on chill là, on attend. C'est quoi les choses qui peuvent se passer? Ben, on dit l'activité, l'événement E peut arriver. Donc, on reçoit l'événement E dans notre programme. Puis, on dit, OK, parfait. Pour aller dans l'événement E, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder la condition de garde. Donc, la condition de garde, elle nous dit, ben, pour passer sur cette transition-là, il faut avoir l'événement E qu'on vient de recevoir, mais il faut aussi que le X soit égal à 4. Ça tombe bien, en ce moment, notre X est égal à 4. Fait que la condition est évaluée à vrai, notre condition de garde est bonne, on est capable de passer sur la transition. Fait que qu'est-ce qui va se passer ensuite? On sort de notre état 1. Okay? Donc, on a la condition de exit qui nous dit qu'on a un X++. Fait que qu'est-ce qui va arriver à ce point-là? En sortant de l'état 1, on avait notre X qui était à 4, ça s'incrémente de 1, notre X tombe à 5. Une fois qu'on notre petit bonhomme d'état sort sur la transition, ben là, il va falloir qu'il exécute l'activité de transition. Donc, à l'activité de transition, ça va prendre notre valeur de X, ça la multiplie par 2, puis ça la réassigne sur X. À ce moment-là, notre X était égal à 5. Donc, si on le multiplie par 2, c'est rendu à 10. Fait que notre petit bonhomme continue sur la transition, puis là, il est prêt à rentrer dans l'état 2.
Fait qu'en rentrant dans l'état 2, dans le state 2, ça va activer l'activité de entry, okay, qui fait une autre incrémentation de x. Fait qu'en arrivant dans mon état 2, le x va être rendu à 11. Puis à ce point-là, dans notre machine à état, ben on a un état qui est stable, okay, où c'est qu'on est dans S2, puis on a comme plus manière de sortir de là. Fait qu'on peut dire qu'à la fin de l'activité ici, notre x va être égal à 11, puis on va être dans l'état 2 couramment. Alright, parfait. Fait qu'un autre exemple de ça, juste plus pratique, c'est le principe d'être, mettons, enregistré à un examen. Okay? Donc, tu as un examen de placement à faire quand tu rentres à l'école, il faut que tu t'enregistres pour l'examen. Donc, on a un état qui n'est pas enregistré. Okay? Si on veut s'enregistrer, ben, il faut que l'enregistrement soit possible. Puis à ce point-là, ben, on est enregistré. Donc, quand on rentre dans l'état d'enregistrement, il faut enregistrer la date dans le calendrier. Ce qu'on fait pendant ce temps-là, on étudie pour l'examen. Si on a un problème, on en discute avec nos collègues. Puis quand on a fini ou quand on sort de là, on va pouvoir enlever la date de l'examen. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Ben, ici, notre seule possibilité, ça va être de se retirer de l'examen. Donc, de dire « Ah non, je suis pas prête, je suis pas capable », puis on peut se retirer de l'examen, mais encore une fois, avec une condition de garde seulement si le retrait est possible. Ok, ça se peut de dire qu'il faut que tu le dises 48 heures d'avance ou quoi que ce soit qui viendrait avec ça. Fait que on vient de voir le principe des états. On a vu le principe des transitions. Là, on va regarder un petit peu les événements. Okay? Donc, qu'est-ce qui peut déclencher des transitions puis des activités. Donc, juste, il y a plein de possibilités d'événements. Ça peut être sous-catégorisé juste pour s'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est possible de déclencher comme événement. Donc, on peut, admettons, avoir la réception d'un signal, okay, que ce soit une fonction, que ce soit une méthode. Ça se peut que ça soit un appel que nous, en tant qu'utilisateurs de notre système, peut déclencher. Okay? Donc, ça peut venir de l'extérieur, okay? Comme ça peut être nous, en tant qu'utilisateurs ou nous, en tant qu'objet dans le système, peut dire, ah ben là, moi, je décide de faire ça à ce moment-là. On a aussi la possibilité de juste avoir un événement temporel, okay? Dire, ben, si je suis dans cet état-là, après telle heure, ou après tant de jours, ou après 5 millisecondes, change d'état pour aller au prochain. Okay? Donc ici, c'est pas restrictif, c'est juste pour se donner une idée des éventails possibles de qu'est-ce que ça peut être les événements. On peut avoir aussi des événements qui sont tous les événements, okay? Donc un espèce de catch-all. Donc ici, on a un exemple à droite où c'est qu'à partir de S1, si on met le mot-clé all, ben ça veut dire n'importe quel qui n'était pas les autres qui sont connectés à cet événement, à cet état-là. Donc, dans ce cas-ci, à S1, si on a l'événement 1, on passe à S2, mais si on a n'importe quel autre type d'événement, on passerait à S4. On a les événements d'achèvement, donc ça, en gros, c'est les flèches tout seul pour dire que quand l'état actuel est terminé, c'est automatiquement transitionné. Quand on marque rien, c'est l'événement d'achèvement. Puis, il y a des événements de changement. Donc, encore une fois, même principe, ça peut être des événements temporels ou ça peut être des conditionnalités. Donc, quand on a telle condition qui survient, quand on a telle possibilité qui est répondue, on peut faire des transitions. Donc, encore une fois, juste d'utiliser des verbes ou d'utiliser les noms de méthodes, n'importe quoi qu'on peut facilement comprendre, c'est assez facile de voir qu'est-ce qui est possible. C'est, comme j'ai dit, les types ici, c'est pas restrictif. C'est pas comme des types primitifs, il y a juste ces affaires-là. C'est plus un éventail de
qu'est-ce qui est possible. Si après ça, on regarde, faire attention, des fois, la condition de garde, puis des événements conditionnels peuvent sembler faire la même chose, mais ça ne fera pas du tout la même chose. Donc, si on regarde ici, on a le principe que... Oh, oui, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce bah, que vas-y, on vas-y. est censé voir ce que je suis en train de dire parce que je ne sais pas si je suis la seule, mais c'est comme si l'écran était planté. Ah, ok. Attends, je vais repartir la diapo. Des fois, ça a fait ça la dernière fois aussi, fait que on va se donner la possibilité. Je vais faire ça. Mettons que je mets l'ancien. Puis je le remets le nouveau. Comme ça. Puis on était rendu à 16. Est-ce que là, tu vois quelque chose? Oui, 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 là je Oui, vois. on est bon. Parfait. Donc, on disait qu'on voulait voir la différence entre les événements de changement puis les conditions de garde. Donc, si on regarde ici, on a le principe de je suis en train de suivre un cours. Hein? Puis, une fois que j'ai fini de suivre le cours, ben, je vais avoir du temps personnel. Donc, le principe, c'est que le cours dure 90 minutes. On a du temps personnel après. Comment est-ce qu'on représente ça dans une machine à état? Fait que dans le premier cas, quand on a un événement de changement, ben, l'événement de changement est continuellement regardé. Donc, ça dit, je regarde après, dès qu'il y a 90 minutes de passé, puis ça va regarder à toutes les secondes, à toutes les nanosecondes, à toutes les fois que lui est capable de regarder, est-ce que j'ai dépassé 90 minutes? Est-ce que j'ai dépassé 90 minutes? Est-ce que j'ai dépassé 90 minutes? Fait que le principe, après ça, c'est que le deuxième, c'est quand le cours est terminé, si le temps du cours était plus grand que 90 minutes, là, on dit qu'on a du temps libre. Ben là, la question, c'est quand le cours se termine, c'est là qu'on va regarder le temps, puis c'est seulement à ce moment-là qu'on va regarder le temps pour voir est-ce qu'on répond à cette condition-là. Fait que si par hasard, le cours dure moins de 90 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans notre deuxième cas ici, ce qui va se passer, c'est que puisque la condition de garde n'est pas bonne, ça va être faux, puis je vais être pogné dans mon je suis en train d'écouter un cours, je ne peux jamais avoir des activités personnelles. Tandis que l'autre d'après, quand le cours va avoir passé 90 minutes, je sais que je vais être rendu à mes activités personnelles, indépendamment de si le cours a terminé ou pas. Fait que ici, on peut voir la différence entre les deux. On va regarder quelques éléments additionnels pour s'aider aussi dans notre diagramme de machine d'état. Le premier, ça va être l'état initial. Donc, en gros, c'est quand je dessine un diagramme de machine d'état, je devrais toujours avoir un état initial. C'est un faux état, ok? Donc, parce qu'on disait que les états, c'est des choses dans lesquelles on peut comme baigner, attendre, voir quand est-ce que l'autre événement arrive. L'état initial, c'est pas le cas. L'état initial, c'est un état transitoire. Dès qu'on commence, on est supposé suivre une transition qui va être capable de nous amener au premier vrai état de notre système. Donc, on a l'impossibilité d'avoir des affaires qui nous amènent à l'état initial. On peut juste commencer à l'état initial puis sortir de cet état-là. C'est impossible de revenir à l'état initial. On peut avoir plus qu'un front sortant, là, donc ici c'est des transitions qui sortent de l'état initial, seulement si on a des conditions de garde qui sont mutuellement exclusives. Parce que puisque on est dans l'état initial, on n'est pas supposé rester là, on est supposé savoir immédiatement où c'est qu'on est supposé s'en aller. Donc ça arrive peu souvent, là. Habituellement, l'état initial est juste connecté avec une transition vide à un premier état, mais on peut en avoir plus qu'un avec des conditions de garde. Donc, le but de l'état initial, c'est de dire ça devient actif, puis on passe tout de suite au prochain. On va habituellement pas avoir d'événements ou d'activités qui sont gérés avec l'état initial, sauf de l'initialisation.
OK? Donc, mettons de créer un nouvel objet pour être capable de garder notre condition, l'état de notre sous-machine ou de où c'est qu'on est rendu dans nos affaires. On a deux autres états qui sont pas des vrais états. Okay? Donc, on a l'état initial qui est un pseudo-état. On a l'état final. Okay? Lui aussi, c'est un vrai état, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'activité, puis il n'y a pas de manière de sortir de cet état-là. Donc, l'état final, ça va être l'état où c'est que la machine est stable, mais qu'on n'est pas capable de sortir de l'état final. Donc, ça marque la fin d'une séquence d'une machine à état. Le nœud terminé, fait que l'état final, c'est un cercle avec un deuxième cercle plein à l'intérieur. Hein, tandis que notre état initial, c'était juste un cercle plein. Là. On a aussi le nœud de terminaison. Donc, le nœud de terminaison, le principe, c'est que lui aussi va mettre fin à notre machine à état, mais c'est un état où c'est qu'il y a eu une erreur, où c'est qu'il y a eu un problème, où c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut détruire, casser, ok? Dire que il y a c'est pas un état stable dans lequel on baigne puis dire que on a fini normalement, c'est de dire ouais non, ça n'a pas marché, on a cancellé, on a terminé de manière prématurée, on abandonne quelque chose. Donc le nœud de terminaison permet de représenter ça. On a le principe de nœud de décision. Donc souvent qu'est-ce qui va se passer, c'est on a la possibilité de dire, dépendamment de... J'ai un événement, dépendamment d'une certaine condition, je peux aller d'un bord ou de l'autre. Fait que pour avoir différentes possibilités, ce qu'on a, c'est un losange, puis du losange, on a les différentes possibilités qui sortent de là. Donc, si on regarde le premier, on dit, je reçois le premier en haut à gauche, donc je reçois mon événement 1, puis à partir de là, je regarde les deux conditions. Si c'est plus petit ou égal à 0, je m'en vais à S2. Si c'est plus grand que 0, je m'en vais à S3. En dessous, j'ai une alternative à ça, où je dis, si j'ai mon événement 1, je vais aller incrémenter mon B, puis une fois que j'ai incrémenté mon B, là je regarde, est-ce que c'est plus petit que 0 ou est-ce que c'est plus grand que 1. Si on regarde des versions alternatives, okay, donc habituellement, le nœud de décision, c'est pour mieux, c'est pour augmenter la lisibilité de notre code parce qu'on est capable de le faire autrement. Donc, si on regarde le premier, en haut à droite, okay, est-ce que les deux sont équivalents? Donc, je rentre dans E1, puis une fois que je suis dans E1, je regarde la condition, est-ce que c'est plus petit que 0, je m'en vais à S2. Si c'est plus grand que 0, je m'en vais à S3. Le premier, il est effectivement équivalent. Okay? Donc, on a les deux mêmes choses qui se passent des deux bords, c'est juste une différente manière de le présenter. Celui d'en dessous, par exemple, avec l'incrémentation, puis après ça, on décide qu'est-ce qui se passe, celui-là, il n'est pas équivalent. Pourquoi? Parce que la condition de garde est regardée avant de faire l'activité. Donc, quand je regarde ma version en bas à gauche, j'ai mon événement, puis dès que j'ai mon événement, je incrémente mon B. Tandis que dans la version en bas à droite, j'ai mon événement, je regarde la condition, puis si la condition est bonne, après ça, j'incrémente mon B. Fait que la différence entre les deux du bas, c'est que celui de gauche va incrémenter avant de regarder la condition, puis celui de droite va incrémenter après avoir regardé la condition. Donc, ça peut totalement changer comment est-ce que le système va être déployé ici. Là. Fait que si on regarde un peu qu'est-ce que ça peut donner comme exemple, avec toutes ces belles affaires-là. Donc, on a encore le principe de je suis à l'école, j'essaie de m'enregistrer, j'essaie de faire les choses. Donc, on a le nœud initial qui est en haut à gauche, donc c'est de là qu'on commence. On n'a pas le choix, il va juste avoir un nœud initial dans ma machine à état. Je suis obligé de partir de là. Donc, c'est un état, un pseudo-état, donc on ne peut pas rester là. On transitionne dans notre état registered, qui nous dit qu'on est enregistré pour nos cours.
Une fois qu'on est enregistré, on a deux possibilités. Soit qu'on se soustrait du cours, donc on withdraw, qui est une condition un plus bizarre, là, qui n'est pas la fin de notre système d'état normal. Donc on a le petit X pour dire qu'on sort de la machine, mais c'est quelque chose de non traditionnel. Autrement, on peut prendre l'autre transition qui est de performer dans nos cours, OK? Puis à ce moment-là, pendant qu'on est en train de performer, on n'est pas encore noté. Okay? Donc, on n'est pas noté, on attend jusqu'à temps qu'on ait un événement qui nous dit « OK, ben, on a eu une première note, puis là, ça va dépendre de la note. » Fait qu'on a le nœud de décision qui va me donner, ben, est-ce que ma note est plus petite que 5 ou est-ce que ma note est égale à 5? Donc, on rentre ici dans une sous-machine à état qu'on va voir dans quelques instants, mais le principe de nœud de décision, c'est de dire, quand je suis rendu là, je peux aller à un ou à l'autre. Ça me permet de me faire une conditionnelle, en fait. Là. OK. Fait que ça, ici, c'est pas mal le minimum requis pour être capable de faire des machines à état. Là, on va aller voir les mécanismes plus avancés pour représenter des situations qui sont plus complexes, plus difficiles à représenter normalement. Fait que le premier, ça va être le principe de nœud de parallélisation, on va dire ça 10 fois, ou de synchronisation. Donc, habituellement, dans une machine à état, on a seulement un nœud d'actif à la fois. Donc, on commence à notre nœud initial, notre petit point rond, on rentre dans le premier état, dans notre premier nœud, il est actif, puis on peut changer le nœud actif en passant d'une transition à l'autre, mais habituellement, on a juste un nœud d'actif à la fois. On est capable de activer plus qu'un nœud en utilisant un nœud de parallélisation. Fait qu'on rentre dans une transition, puis on se dédouble, puis on sort de là, puis on a deux nœuds d'actifs en même temps. Donc les deux nœuds vont être actifs en même temps, les événements vont pouvoir se transitionner l'un dans l'autre, puis on peut continuer dans notre machine d'état comme ça normalement. Habituellement, à un certain point, on va vouloir reprendre ces deux flux de données-là, ces deux flux d'activités-là, puis les remettre ensemble. Donc, on va voir l'inverse, qui est le nœud de synchronisation. Donc, ça prend deux transitions qui rentrent, puis ça va juste faire une activation en sortant de là. Donc, le nœud de parallélisation puis le nœud de synchronisation, c'est deux choses qui s'utilisent main dans la main pour être capable de dire « OK, ben, j'ai besoin de faire deux champs d'activité en même temps, puis après ça, on revient ensemble pour continuer mon activité unique, habituelle. » Fait que ça, c'est notre premier concept avancé. Deuxième concept avancé, c'est les états composites, des états dans des états. OK? Donc, c'est un état imbriqué, puis il va y avoir des sous-états qui vont exister à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter ça? Donc, on a une boîte qui englobe plusieurs autres boîtes. Puis là, on voit qu'il y a différentes affaires qui se passent avec ça. Là. Bon, premièrement, le principe le plus facile, ça va être de regarder, on commence à S3, puis on a l'événement E2 qui arrive. Okay? Donc, on rentre dans mon état composite S1. Quand je rentre dans l'état général, okay, donc ici, on peut voir que ça rentre dans le côté de la boîte de S1, mais pas à un sous-état spécifique, ben, je vais commencer dans l'état initial de mon sous-état S1. Donc, quand je passe par E2, je vais arriver à S1.1 parce que j'ai commencé dans mon état initial, puis j'ai transitionné automatiquement à mon S1.1, puis je peux continuer normalement, mettons avec E4, qui va m'apporter au S1.2, puis encore une fois avec un autre E4, qui va arriver à mon état final. Quand j'arrive à mon état final dans un état composite, ben je sors par la branche standard. Donc, je vais pouvoir transitionner à S2. On peut voir par contre qu'il y a des manières de briser ce flux habituel-là. Donc, on peut avoir des branches qui rentrent directement dans un des sous-états. Donc, si on repart du début, on retombe à notre premier S3. Quand je suis dans S3, si j'ai l'événement E1, ben, je peux voir que je rentre directement dans le sous-état 1.2. Même principe, quand je suis à, pour des raisons quelconques, mon S1.1,
à la place d'avoir E4, si j'ai mon E3, ben, je vais être capable de sortir immédiatement de mon état composite S1 pour aller suivre la transition qui est disponible. On a un petit exemple ici. Oups, on va cliquer sur les bonnes fiches. Fait que si j'ai le diagramme suivant, puis je regarde qu'est-ce qui va se passer quand je commence à partir de mon point initial. Fait que mettons ici, je suis dans S3, ok? Donc à l'intérieur de S3, je rentre là-dedans. Une fois que je rentre là-dedans, qu'est-ce qui peut se passer? Ben nous autres, on va dire qu'on va déclencher E2, ok? Juste pour voir qu'est-ce qui peut arriver. Fait que quand je déclenche E2, ben je vais sortir de mon état S3. Fait que je vais exécuter l'activité A0. Une fois que je vais avoir sorti de S3, je vais parcourir la transition qui va activer A2. En arrivant dans mon S1, je peux voir que même si j'ai des sous-états, je peux quand même avoir d'autres activités à l'intérieur. Fait qu'en rentrant dans mon activité S1, ben dans mon état S1, je vais faire l'activité 3, le A3. Puis après ça, je suis dans le point initial de mon S1, de mon état composite. Puis donc, je rentre automatiquement dans mon S1.1 qui va faire en sorte que je fais l'activité A4. Puis à partir de là, je suis dans une situation stable en disant qu'il n'y a pas de nouveaux événements qui vont se passer. Je vais être dans mon état S1, dans mon sous-état S1.1, puis je vais être en train d'attendre un événement quelconque. Admettons que je reçois l'événement... Ok, ben, on se donne un autre exemple. Si j'ai le même graphique que tantôt, ok, fait que je commence, je rentre dans mon S3, mais ce coup-là, j'ai mon événement 1 à la place de l'événement 2. Donc, j'ai l'événement 1 qui s'active. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, premièrement, je sors de mon S3. Donc, j'ai l'exécution de mon A0, l'exécution de mon activité 0. Ensuite, je me promène sur la transition E1. Fait que je vais faire mon activité A1. Puis ici, je plonge directement dans le sous-état 1.2. Mais je rentre quand même dans l'état S1. Okay? Donc, je rentre quand même dans l'état composite. Je vais quand même activer le entry de S1. Donc, je vais quand même faire mon A3. Puis, une fois que j'ai fait là, ben là, je peux aller dans mon sous-état voulu, qui est S1.2 directement. Je rentre dans S1.2, fait que j'active le entry qui va faire l'activité A7. Fait qu'on peut voir en haut à droite la liste des activités qui sont déclenchées quand j'ai mon événement S1 à partir de mon début de machine à état. Dernier petit exemple. Ben, deuxième, en fait, petit exemple. On va regarder en détail qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Encore même principe, on a notre début. Fait que, avec notre début, on rentre directement dans notre S1. En rentrant dans notre S1, on déclenche le entry du S1. On a l'activité A3. On a une transition qui rentre directement dans l'activité générale. Donc, on a le début de la machine interne qui va nous amener à S1.1. Donc, on a le entry du S1.1 qui déclenche A4. À partir de là, je suis dans mon état fixe de S1.1. J'attends le prochain événement. Dans notre liste d'événements, on dit que ça va être E3. Fait qu'en ayant E3, ben, on va directement sortir de S1.1 puis ensuite du S1. Fait que je sors de mon S1.1 en premier. Fait que j'active A6. Ensuite, je sors de mon S1 pour aller sur ma transition. Donc, j'active le exit avec A5. Je suis sur ma transition, fait que j'active le A2. Puis après ça, je rentre dans le S2, j'active le A1. Donc, ici, encore une fois, en haut à droite, ça indique toutes les possibilités, ben, toutes les activités qui sont déclenchées avec
l'événement juste E3 à partir du début. Même principe, même affaire, mais ce coup-là, on va avoir l'événement E5 à la place de E3. Fait qu'on commence, on a notre S1, on a notre activité A3 qui se déclenche, on rentre dans la machine à état interne, on a notre état initial, on s'en va à S1.1, en rentrant dans S1.1, on active le A4, mais là, on veut activer le E5. Donc, indépendamment de dans quel état j'étais, quand j'ai un lien qui sort de la transition globale, je suis capable de sortir de mon état S1. Ok, donc c'était pas important si j'étais dans S1.1, S1.2, S1.8, puisque ma transition ici, E5, est reliée à l'état global, je suis capable de l'exécuter n'importe quand. Donc, je suis capable d'exécuter n'importe quand. Ici. Donc, j'ai E5. Qu'est-ce qui se passe? Je sors quand même de S1.1. Fait que j'exécute quand même mon exit, mon A6 que j'avais. Je sors quand même de S1. Je pogne le exit. Je fais le A5. Puis, je marche sur ma transition de S5. J'exécute mon A3. Puis, ça me permet d'aller dans mon state 2 qui va activer le entry du state 2 qui va avoir l'activité A1. Puis après ça, on est dans notre S2. On chill là. Hugo, une question, Oui. s'il te plaît? Mm-hmm. Dans ce cas précis, pourquoi passer par le S1.1 alors qu'on pouvait tout simplement entrer dans le S1 en activant le A3 et après on sort avec le A5 pour aller au E5 directement? Pourquoi on est obligé de rentrer dans le S1.1? Ici, en fait, c'est que quand on rentre dans notre machine à état, on va automatiquement aller au prochain état qui est à l'intérieur. On ne peut pas juste être dans S1. OK? S1, c'est pas un état dans lequel on peut rester. On peut juste être dans les sous-états, puis attendre un événement à partir de là. Donc, dès qu'on rentre dans S1, automatiquement, on commence la machine à état qui est dans S1, puis celle-là nous dit qu'on transitionne immédiatement à S1.1, avant même qu'on peut recevoir n'importe quel événement. Est-ce que c'était ça ta question? Okay. Je suis certain de... Oui. OK. Oui, c'est ça. Merci. Parfait. Fait que, effectivement, quand... Oui. Question. Moi, ma question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire... Parce que là, normalement, notre prochain état, c'est E4. Mais comment on a fait pour sauter E4 et venir directement exécuter E5 et revenir après à S1? Ouais, bonne question. Ici, c'est que si tu regardes la transition E5, la transition E5 est connectée directement à notre S1 global. En étant connecté au S1 global, ce que ça l'indique, c'est que n'importe quel sous-état peut prendre ce chemin-là. Fait que c'est comme si le E5 était connecté à S1, à S1.1, puis que le E5 était connecté à S1.2, puis que n'importe quel autre sous-état de 1 pourrait aussi être connecté à mode transition E5. Donc ici, la différence, c'est que notre E5 est connecté directement à l'état global S1. C'est pour ça qu'on est capable de sortir directement, qu'on soit n'importe où à l'intérieur de S1, on peut prendre le chemin E5. OK. Donc, fait que, vu que E5, c'est connecté de façon globale, quand on arrive à S1.1, donc c'est E5 qui va être exécuté automatiquement avant que E4 ne soit exécuté. Ben ici, c'est que dans notre exemple, quand on était à S1.1, si tu regardes en haut à droite, on a notre début, puis moi, je dis qu'il va se passer E5. Ah, OK. Je vois. Effectivement, si on était à S1.1, puis qu'on aurait eu E4 avant le E5, ben on aurait passé à S1.2 avant. OK, d'accord, c'est plus clair, merci. Excellent. Parfait. Fait que justement, là, on va le regarder, ce dernier exemple-là, où c'est qu'on fait juste transitionner normalement à travers notre état S1
globale. Fait que si on regarde ça ici, juste enlever ça. On a notre transition de base. Donc, on a notre début. Une fois qu'on est dans notre début, on a le entry de notre S1 qui est le A3. On rentre dans notre sous-machine à état qui va me permettre de dicter que je rentre dans mon S1.1. Quand je rentre dans mon S1.1, j'ai l'activité 4. Fait qu'on peut voir ici qu'on a géré notre début avec ça. Une fois qu'on est à l'intérieur de ça, nous autres, on dit on a notre E4 qui va arriver. Donc, quand on a le E4, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, on va transitionner en sortant de S1.1. Donc, on va activer le exit de S1.1. Ça me donne le A6. Je traverse, j'ai pas d'activité sur le E4, mais quand je rentre dans S1.2, j'ai le A7 qui est exécuté. Puis on dit qu'on a un deuxième E4 qui arrive. Fait que j'ai un deuxième E4 qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de mon S1.2, j'active le A8. Je sors de ma machine à état interne. Fait que je sors de mon S1. Je sors de mon S1, j'active le A5. Puis ici, on peut voir la transition de base. Okay? Donc la transition avec rien dedans, ben, c'est celui-là qui va automatiquement être suivi quand on a terminé notre machine à état de manière normale. Donc quand on arrive à l'état normal de fin de machine à état interne, on passe dans le lien, on arrive dans notre S2, on active le A1, puis on attend, puis on chill à S2. Ici, ce serait jusqu'à temps qu'on aille E3, mais nous autres, dans notre exemple, on ne dit pas que E3 arrive, fait qu'on ne le démonte pas. On est capable d'avoir dans les états composites ce qu'on appelle des états orthogonales. Ça veut dire, en gros, un environnement où c'est que deux états peuvent être actifs en même temps. Donc, c'est souvent utilisé avec les voyons, comment ça s'appelle? Le parallélisme, les nœuds de parallélisme, pour dire je suis capable d'aller à deux endroits en même temps. Mais le principe, c'est de dire si, mettons, j'étais dans S2, puis je rentre dans mon S1, ben, je vais avoir en même temps une activité dans ma région A, puis en même temps une activité dans ma région B qui va arriver en même temps. OK? Donc, à ce point-là, je vais avoir mon SA1 puis mon SB1 qui vont être les deux actifs en même temps. Les deux vont pouvoir recevoir des événements. Puis une fois que toutes les régions sont terminées, okay, donc je passe au travers de ma ligne du haut, je passe au travers de ma ligne du bas, là je peux sortir, puis admettons, aller dans mon S4. Donc ça ici, ça va me permettre de faire des éléments qui sont plus parallèles. On a la possibilité d'utiliser un peu le même principe que les sous-programmes. Okay, donc si on a fait une machine à état qui était vraiment nice, puis on veut la réutiliser quelque part d'autre, on n'est pas obligé de faire des flèches, okay, surtout si on a plusieurs diagrammes de machine à état ou si les diagrammes de machine à état sont rendus très grands. Ce qu'on peut faire, c'est dire de notre système, on a l'état, puis le nom de notre état, puis 2 points, le nom de la sous-machine que j'ai créée. Donc ici, on a notre machine à état sur le haut, okay, qui dit que je suis pas noté encore, puis quand je reçois une note, ben je deviens noté. Mais à ce point-là, ça ici, en ayant le 2 points, c'est un indicateur qu'on a une sous-machine quelque part. Okay, donc je regarde dans mon graphe là, puis je regarde la sous-machine grade, ben c'est elle que je vais activer. Donc ça ici, c'est pas de la nouvelle fonctionnalité, c'est vraiment juste pour dire j'ai quelque chose qui est écrit quelque part d'autre, j'ai juste pas de place, mets-les correctement quelque part. Dernière affaire possible avec les machines à état, c'est les états historiques. Donc, juste avec les états composites. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir avec les sous-machines à l'intérieur, là? Juste avec les états composites, des fois, c'est utile de se souvenir dans quel état j'étais avant de sortir de mon état composite. Donc, on va avoir l'état historique qui est représenté par un cercle avec un H,
qui va être capable de dire retourne à l'ancien état, à l'ancien sous-état dans lequel tu étais la dernière fois que tu as passé par ici. Donc, il y a bien du texte là, ok? On va regarder des exemples parce que c'est vraiment plus simple de voir qu'est-ce que c'est supposé faire en action. Donc, on a ici une machine ok, à état. On commence, on rentre dans S5, puis on a différentes manières de s'en aller par là. Puis, on peut voir ici qu'on a l'activité E9 puis l'activité E8 qui va me permettre de déterminer des éléments historiques. Ok? Fait que si on le fait ensemble, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Oups. Celui-là, j'ai pas de petit affaire en jaune, là, mais si on commence à notre début, ok, on est à E5. Donc, notre premier événement, ok, nous envoie à E1. Fait que par E1, on rentre en haut dans notre S4. Quand on rentre dans notre S4, on s'en va dans notre S1. Fait que quand on est dans notre S1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on rentre dans notre S1, puis on commence, puis on a le S1.1 qui arrive. À partir de là, nous autres, on est rendu à notre troisième ligne d'événement. Une fois qu'on est dans notre S1.1, on a notre événement 2. Dans notre événement 2, attends, je vais mettre le vrai graphique avec ma flèche parce que je pense que sinon, je vais juste un petit peu trop parler sans que vous puissiez vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais y aller avec ça ici. Comme ça. On va cacher ces affaires-là pour qu'on puisse voir maximalement qu'est-ce qui se passe. Ok, fait que vous pouvez voir ma souris. Est-ce que je peux avoir confirmation de visionnement de ma souris? Ouais, on la voit. Yeah, ok. Ouais. Parfait. Fait qu'on était à notre début, on était à notre S1, on était dans notre E1. Ok, donc on rentre directement ici dans notre S1. On commence notre machine à état, on rentre dans notre 1.1. On a ensuite l'événement E2, donc qui nous apporte ici à notre 1.2. Puis ensuite, on dit qu'on a E10. Okay? Fait que si on regarde ici dans notre sous-ensemble 4, on voit que E10 est connecté à notre machine globale, donc notre état composite global. Fait que ça fait en sorte que de n'importe quand, on peut dire E10 puis on sort de là. Fait qu'on était rendu à S1.2, puis à ce moment-là, on s'est fait caler E10, on ressort de là. Ben là, ici, le principe, c'est que je vais pouvoir utiliser le nœud historique pour retourner à l'élément où c'est que j'étais rendu. Donc, ici, on va regarder le premier élément qui va être le nœud historique qu'on appelle le nœud historique imbriqué. OK? Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. Ouais, c'est ça. Donc, avec toute la profondeur d'imbrication. Donc, pour celui-là, quand on a ça, on va retourner à l'état le plus profond qu'on avait trouvé. Donc, ici, on va retomber sur notre état 1.2. Puis à partir de là, on pourrait faire ce qu'on veut, mais le principe, c'est que on a descendu jusqu'à l'état imbriqué maximum. Si on prend un deuxième exemple, on va regarder le H normal. Donc, on est à notre début, on a notre état S5. On rentre dans notre état E1, donc même principe, on rentre dans l'état 4, on rentre dans l'état 1, on rentre dans l'état 1.1, on reprend l'événement 2, on retourne dans notre état 1.2, puis à partir de là, on corps le 10, on sort de tout ça, puis on revient dans notre S5. Fait que même principe, on est rentré, on est allé jusqu'à notre 1.2, puis floup, on se fait ressortir 1.5. Ben là, ici, on a l'événement 9 qui va nous faire rentrer ici, mais ce coup-là, juste dans le premier niveau de profondeur. Donc, le premier niveau de profondeur, ça va juste reprendre l'état où c'est que au premier niveau, il ne va pas aller de différents états composites.
Donc, lui, il va dire, ben, c'était quoi l'état le plus proche qu'on a touché quand on était dans l'état 4? C'est l'état 1. Fait qu'en allant dans l'état 1, il retourne puis il va se retrouver à S1.1. Donc, habituellement, vous allez avoir des descriptions vraiment précises de qu'est-ce que c'est supposé être pour avoir ça. Là. Il n'y aura pas de divination, de conception qui va vous demander de reprendre ces affaires-là, mais c'est de voir c'est quoi la différence entre les deux. On a aussi un autre... Oui, il y avait... Hugo, ouais, Oui. j'ai pas bien compris le H étoile historique. Ouais. Fait que le principe, c'est le H historique, c'est ça va aller creuser le plus profond possible pour avoir l'état le plus spécifique possible à reprendre. Fait qu'ici, on regarde le H étoile. On commence, on est dans le S5, on a notre événement 1, on rentre, on a notre S1.1, on a notre événement 2, on est à S1.2. On sort de là en faisant le E10. Ben, l'état le plus imbriqué, le plus profond, le plus spécialisé dans lequel on était, c'était S1.2 à ce moment-là. Fait que quand je vais passer dans E8 puis je vais aller à mon état historique étoile, je vais retourner au dernier état que j'étais le plus imbriqué. Fait que c'est S1.2. Ah, ok, parfait. Ok. Ok. Ok, je comprends. Mais il va pas descendre à S3. Tant qu'il n'y a pas Non. d'événement 4, il va rester à Non, c'est ça là. S1.2. À ce point-là, ouais. Là aussi, on va voir Ok. qu'est-ce qui arrive avec les flèches qui sortent du H. Ok, c'est quoi le but des flèches qui sortent du H? Fait que le principe, c'est que les flèches qui sortent du H, c'est pour le cas où je n'ai jamais eu d'historique. Donc, si je suis jamais passé par là, donc si j'ai un exemple, j'ai mon début, je rentre dans mon S5, j'appelle le E9. OK? Ben, quand j'appelle le E9, je automatiquement va à mon état S4. Fait qu'ici, je rentre, puis je ressors directement parce que j'ai pas d'historique. Donc la flèche sortante, c'est pour dire quand j'ai pas d'historique. Ici, ce que ça dit, c'est que ça va dans mon état S4. L'état S4, lui, s'en va dans l'état S1, puis l'état S1 s'en va dans mon 1.1. Fait que ici, quand j'ai pas d'historique, je suis la flèche, puis je continue normalement. Autre exemple, de quand j'ai pas d'historique, je recommence, je suis dans mon état de début, je reçois E8 ce coup-là. Mais j'ai jamais rentré dans S4 encore, fait que je peux pas aller chercher l'historique le plus profond de quoi que ce soit. Fait que à ce point-là, je continue dans ma flèche, puis là je rentre dans mon sous-état S3, je rentre ici dans mon S3.1, puis là je pourrais avoir d'autres événements qui se passent à partir de là. Donc l'historique me permet de dire je retourne dans l'état où c'est que j'étais auparavant. En fait, c'est parce qu'il y avait déjà un événement qui nous avait fait aller quelque part de profond dans le S4. C'est pour ça que là, on est retourné quelque part. Exact. Donc les autres d'avant, fallait absolument rentrer dans l'S4 pour sortir puis revenir. Fait que c'est seulement quand tu reviens que l'historique sert à quelque chose. Ok, parfait, je comprends. Merci. Parfait. Fait que ici, on a un dernier. On a des points d'entrée puis des points de sortie. Ok, donc quand on a quelque chose qui traverse comme ça, on peut avoir des points d'entrée puis des points de sortie différents. Donc habituellement, ce qui va se passer, c'est qu'on met les petits cercles ici, puis qui va me permettre de savoir c'est quoi les points d'entrée de chacun. Ce que ça me permet en fait, c'est que ça me permet de encapsuler l'information, de cacher le fonctionnement. Donc dans un graphique, quand on met les points d'entrée puis les points de sortie, ça va être pour représenter ça comme étant un état fermé. Donc dire, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche à l'intérieur, on sait juste qu'on peut rentrer par ces points-là, puis qu'on va sortir par ces points-là, puis c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc, on peut mettre des cercles, puis de numéroter les entrées puis les sorties, pour être capable juste de représenter des affaires.
d'encapsuler, là, de cacher les choses. Fait que ça, c'est un autre exemple, mais il n'y a pas rien de trop personnel là-dedans. On a pas mal fait le tour de ce que je voulais voir aujourd'hui. Ici, encore une fois, on a le principe des notations qui viennent avec. Donc, on a notre état de base, on a le nom de l'état, les différents événements qui peuvent se passer à l'intérieur de l'état, les activités qui se rattachent à ces événements-là. On a les transitions entre les états, donc des flèches unidirectionnelles qui vont me permettre de dire, quand je suis à cet état-là, je prends l'événement, je suis rendu à cet événement-là, à cet autre état-là. On a l'état initial, donc état transitoire, c'est pas un vrai état, on peut pas rester là, on fait juste commencer là, puis tout de suite suivre une transition pour aller quelque part d'autre. On a l'état final qui nous dit qu'on a terminé tout ce qu'on voulait faire comme transition, mais on est dans un état stable, c'est comme une complétion normale, un fait accompli de notre machine. On a le nœud de terminaison qui me dit « Ouais, on a arrêté la machine, mais il y a quelque chose qui s'est mal allé, on a comme cassé quelque chose, on est sorti prématurément. » On a les nœuds de décision qui me permettent de dire « Quand j'arrive, ben c'est plusieurs choix qui vont arriver de là. » Donc habituellement avec différentes conditions de garde qui vont venir avec. On a les nœuds de paralysation et de synchronisation qui permettent de dire ben, habituellement j'ai juste un état d'actif à chaque fois, mais cette fois-ci je divise mon activité en deux, puis je peux revenir puis refaire ma synchronisation de deux états actifs en même temps. On a finalement l'historique. Donc, l'historique permet d'avoir dans un état composite, donc dans un état qui est dans un état, là, dire je vais revenir au dernier emplacement dans lequel j'étais. Ça va seulement marcher si j'ai déjà rentré dans cet état-là. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui. Comme je disais, au prochain cours ensemble, on va regarder on va faire des exercices ensemble. Puis après ça, je vais vous donner un exercice à faire qu'on va corriger ensemble. Puis une fois que ça va être fait, on va avoir au cours d'après un travail évalué par rapport à ça. Aujourd'hui, on va pas faire un exercice ensemble? Non, j'en ai pas de préparé. Puis je pensais que ça allait durer plus longtemps, mon affaire. Fait que c'est de ma faute. J'en ai pas de préparé avec moi, malheureusement. Mais au prochain cours, je vous en promets 2 ensemble. Puis un que je vous laisse faire pendant 1 ou 2 heures. Puis qu'on corrige ensemble après. Pour ensuite être capable de faire une version évaluée dans le cours d'après. Ok. Parfait. Fait que sinon, c'est qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes satisfait. Celui-là, il est, je le trouve plus convivial, puis plus tangible que le diagramme de classe. Aussi, la syntaxe est un petit peu moins lourde. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à voir avec celui-là.